Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Je me trouve actuellement sur l'île de São Vicente au Cap-Vert. Et dans cette vidéo, je parle à la rencontre de Théo, le propriétaire du Terra Lodge à Mindelo. Il a un parcours assez inspirant où il a pas mal vadrouillé, un peu en mode aventurier quand il était jeune. Et ensuite, il nous explique comment il a créé et développé l'hôtel Terra Lodge, qui est un magnifique hôtel à Mindelo. Alors si ces thèmes vous parlent, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Bon bah salut Théo, merci de nous accueillir dans ce bel hôtel. J'ai vraiment bien aimé cet hôtel, le concept, et je trouvais que ça matchait bien avec l'esprit que j'essaye de mettre en avant sur ma chaîne YouTube et dans mon livre. Je voulais en savoir un peu plus sur ton parcours, voilà, comment tu es arrivé au Cap-Vert, pourquoi tu as voulu développer un hôtel, qu'est-ce que tu aimes au Cap-Vert, essayer de voir un peu, de nous montrer d'autres façons de vivre que le schéma classique qu'on peut avoir un peu plus à l'esprit en restant en France et en faisant un boulot un peu plus classique. Et donc c'est un peu l'objet de cette interview, donc je te donne la parole. Okay. Il y a beaucoup de questions. Alors moi en fait je suis originaire des Alpes d'Haute-Provence dans le sud de la France et j'ai fait des études qui m'ont pas j'ai fait une maîtrise et puis j'ai pas continué après, et ensuite j'ai fait une formation d'accompagnateur en montagne. Et donc j'ai commencé à bosser comme accompagnateur en montagne en France, mais j'avais voyagé pas mal pendant mes études et j'étais venu au Cap-Vert notamment. Et donc j'ai commencé à encadrer des groupes en montagne dans les Alpes pour des agences françaises de trekking. Et en parallèle, j'ai commencé à bosser aussi à l'étranger pour Terre d'Aventure, Alibert, etc., qui sont des agences françaises de rando. Et je suis venu ici au Cap-Vert encadré, c'était il y a une vingtaine d'années quasiment. Des groupes à l'époque où il y avait très peu de guides locaux, il n'y avait pas de guides capverdiens, donc c'était des guides français qui bossaient un peu, on partait avec les groupes aux quatre coins du monde comme ça. Donc moi, j'avais atterri au Cap-Vert d'abord un peu en bateau-stop à l'aventure quand j'étais étudiant parce que je traînais un peu sur le continent africain et puis j'étais curieux de voir ces îles. Mais c'était vraiment, c'était en mode sac à dos et puis un peu juste curieux comme ça. Et puis ça m'avait bien plu, j'avais vu qu'il y avait des belles montagnes, il y avait peu de fréquentation touristique et qu'il y avait certainement quelque chose à faire. Et du coup, je suis rentré en France, j'ai terminé, je faisais un mémoire pour ma maîtrise, j'ai terminé, j'ai rendu. Et puis après ça, j'ai passé mon brevet d'accompagnateur en montagne. Et là, je suis venu travailler ici comme guide, du coup, pour Terre d'Aventure, qui est une boîte française, qui m'a envoyé ici. Donc pendant plusieurs années, j'ai travaillé comme guide pour le marché français. Après, on a commencé à former des guides locaux. C'était un peu dans l'esprit tourisme responsable, c'est-à-dire plutôt que ce soit des Français qui viennent bosser ici, on essayait plutôt de transmettre le savoir aux locaux, les former comme il faut pour qu'après ils puissent faire le boulot. Donc je me suis occupé de ça et il s'est avéré que le tourisme au Cap-Vert explosait et donc il fallait former de plus en plus de guides et à la fin même qu'il fallait monter une structure locale pour chapeauter un peu toute l'organisation des guides, des réservations d'hôtels, etc. Et donc j'ai monté une structure, j'ai monté une boîte de trekking en fait. Okay. Ça c'était en 2007, qui est la Maison Verte. Maintenant le siège est dans la Maison Verte et en fait cet hôtel c'est beaucoup lié à cette boîte de trekking parce qu'en fait mon activité trekking se développait beaucoup, mes bureaux étaient petits et donc je me disais tiens il va falloir que je change de locaux. Et puis j'habite dans le quartier là derrière et puis je passais tous les jours devant cette vieille maison qui était un peu décrépite à l'époque et un jour il y avait un panneau à vendre dessus et par curiosité j'y suis allé, surtout parce qu'un pote à moi qui ensuite a été le maître d'œuvre, qui est un maçon, qui a été le maître d'œuvre de la construction de l'hôtel, m'a un peu incité à y aller en me disant vas-y, t'as rien à perdre, vas-y un peu par curiosité. Et j'y suis allé comme ça, et j'ai sympathisé avec les propriétaires de cette maison, qui est une vieille maison coloniale d'avant l'indépendance, des temps coloniaux portugais, et c'était des vieilles dames qui étaient très attachées à leur maison, mais c'était plein de sœurs, et donc elles voulaient la vendre parce qu'elles pouvaient plus s'en occuper, c'était tout un peu aux quatre coins du monde. Et donc moi je l'ai visité, la somme qu'elles ont demandé était un peu trop élevée pour moi, du coup je leur ai dit que ce serait pas pour moi, mais je m'étais beaucoup extasié sur à quel point leur maison était belle et ça vaudrait le coup de la retaper, de la valoriser, éventuellement pour y recevoir du monde et tout, en plus d'être très bien placée avec vue sur la mer, juste au-dessus du centre-ville. Et puis quand elles m'ont dit le tarif, je leur ai dit ouais moi j'arriverai jamais jusque là. Et puis je voulais pas emprunter, mais j'avais de l'argent de côté de mon activité professionnelle. Et puis du coup j'ai abandonné cette idée
Et puis entre-temps, il y a des promoteurs immobiliers qui ont visité et qui, eux, avaient plutôt le projet de la raser et de faire un bloc d'immeubles à la place. Ouais. Ce qui se faisait beaucoup ici à l'époque, ça continue à se faire. Les gens investissent un peu dans les appartements et du coup, ils font des blocs. Et eux, en fait, un peu devant les propriétaires, ils ont dit « Ah ouais, le terrain est grand là. Il y a cette maison qui est déjà assez grande, mais surtout, avec, il y avait toute la colline. » Et du coup, ils ont dit, ouais, on rase ça et puis on fait une super tour ici. Et elles n'avaient pas du tout envisagé le fait que leur maison familiale, qui avait été construite par leurs aïeux, où elles étaient nées, etc., où leur mère était décédée et qui était très sentimentale pour elles, puisse être détruite. Et donc, quand elles ont vu que c'était une possibilité, moi, elles m'ont appelé. J'étais chez moi, j'étais passé à autre chose. Elles m'ont appelé, elles ont envoyé un gars me chercher, là, du coup, je suis venu. Et elles m'ont dit, écoute, combien tu pourrais donner au maximum pour cette maison ? Et donc, je leur ai donné mon montant maximum, qui était quand même significativement en dessous de ce qu'elles en attendaient. Et elles ont dit, on fait une réunion et on te dit. Et en fait, tous les frères et sœurs se sont réunis, ils ont voté en fait. Et ils étaient 7. Il y en avait un qui, lui, préférait vendre plus cher et que ce soit détruit, il s'en foutait un peu. Et les autres, par contre, qui étaient très attachés, qui en plus n'avaient pas spécialement besoin d'argent, ou pas plus que ça en tout cas, on dit non, on préfère le vendre moins cher à quelqu'un qui va la valoriser et que cette maison reste en place et que ça continue. C'est comme ça que j'ai acheté cette maison, sans projet précis. C'était plus un peu cette opportunité, vraiment j'y étais allé poussé par un copain, un peu curieux, parce qu'en plus, c'est une maison que je trouvais très belle et mon copain m'a dit ouais, tu sais jamais, des fois les histoires d'héritiers ils peuvent être pressés de vendre, ils peuvent vendre pas cher, etc. Vas-y, ça te coûte rien. Alors que moi je suis plutôt réservé, j'y serais jamais allé, j'aurais jamais été tapé à la porte comme ça si mon pote m'avait pas poussé. Et du coup, alors que je cherchais pas spécialement, que j'avais pas spécialement de projet en plus, à part trouver un local pour mon agence de voyage qui soit un peu plus confortable, mais ça ne se justifiait pas vraiment d'acheter une énorme maison comme ça pour faire des bureaux d'agence de voyage. Il y a cette opportunité qui s'est présentée et là je me suis dit bon bah écoute, il y a ce truc qui me tombe à un prix intéressant par rapport au prix du marché parce que c'est assez cher ici au Cap-Vert. Et puis en plus c'est une maison qui a vraiment du caractère, qui est bien placée et tout. C'est un peu l'occasion qui fait le larron, tu vois. Je me suis dit bon, achète ça et puis tu t'en feras certainement quelque chose quoi. J'ai acheté cette maison. Et j'ai passé mes bureaux dedans tout de suite en fait. Après je suis assez sensible au fait aussi que pour mes salariés c'est bien d'avoir des beaux locaux, d'être confortable. C'est une architecture qui est assez agréable dedans, les plafonds sont hauts, c'est ventilé, etc. J'ai mis mes bureaux là-dedans et j'ai toujours eu ici, j'ai un très bon pote depuis toujours qui est un Cap-Verdien, qui est un musicien, qui est aussi maçon et maître d'œuvre. J'avais ce copain-là et j'étais très copain aussi avec un très bon archi italien qui est l'architecte qui a dessiné ça, qui s'appelle Moreno Castellano. Et du coup, je traînais beaucoup avec ce Moreno, on allait surfer, plonger ensemble, etc. On était un peu tout le temps fourrés ensemble. Et du coup, avec mon environnement immédiat, c'est vrai que moi, ayant une agence de voyage et ramenant beaucoup de monde ici, et en ayant souvent des difficultés à les loger dans des hébergements qui correspondent un peu à l'attente de notre clientèle. Et après, moi, je suis assez branché construction aussi. Je me suis construit une maison en France quand j'avais entre 18 et 20 ans, une maison en bois, etc. J'ai bossé un peu dans la construction, le bois, la charpente. Ça m'a toujours bien branché, les meubles et tout. Du coup, il y avait un peu tout qui était réuni pour se dire, tiens, on lance le truc, on fait un projet d'hôtel et puis je construis quelque chose. Et donc, ça s'est fait un peu... Ce projet de Terra Lodge est né comme ça. J'avais la maison, j'avais la place, le terrain, j'avais le copain qui était un bon architecte. J'avais l'autre copain qui était un maître d'œuvre à qui je pouvais faire confiance parce que c'est pas toujours évident ici quand t'es pas du pays, même si moi ça fait 20 piges que je suis là, j'ai la nationalité, etc. Mais quand même le milieu de la construction ici c'est un peu un milieu de bandits quoi. Tout le monde ça triche pas mal et donc j'avais pas spécialement envie de me retrouver dans un truc où t'es pas en confiance, où faut énormément contrôler et fliquer parce que j'ai pas trop l'envie de ça, alors que là, tu vois, j'étais avec des gens à qui je fais complètement confiance et je savais que ça se passerait bien et qu'il y aurait la qualité et tout ça. Et du coup, on s'est lancé le chantier comme ça. Voilà. Ok, ouais, top. Ouais, c'est intéressant comment c'est arrivé, surtout. Il y a plusieurs choses intéressantes que tu as évoquées. Déjà, le premier point, c'est de voir, notamment d'un point de vue financier, que les vendeurs ont préféré vendre à toi justement parce que tu allais conserver la maison, alors qu'elles auraient pu le vendre beaucoup plus. Est-ce que tu as une idée de combien elles auraient pu en pourcentage le vendre plus cher ou... Grosso modo, c'est un bien qui était mis en vente, on va dire, à 250 000 euros. Ok. Et qu'elles ont fini par me vendre un peu moins de...
Ouais, aux alentours de 170 000. De 270 000 Non, 160 000, c'était, c'est pour ça. elle vendait ça à 250 000. Après, c'était un peu négociable, descendre à 230 peut-être, je pense, dans leur idée. Et moi, j'ai acheté ça 165 000, quoi, voilà. Ouais, parce qu'elles ont vraiment bien aimé sur le côté humain, l'échange que tu avais eu avec eux en disant que... Ouais, elle en fait, je pense que c'était très sentimental. Et c'est assez très sentimental parce que je suis devenu ami avec elle, plus avec certaines sœurs que d'autres, parce que je me suis vraiment occupé pour la vente. J'étais vraiment en contact avec 2 sœurs, dont une est décédée maintenant, avec qui j'avais vraiment sympathisé. Et pour elle, c'était fondamental que ça reste en place. Et le fait que ça a été préservé, que ça a été valorisé, et que ce soit un peu un lieu iconique maintenant de Mindelo, où c'est vrai que c'est très populaire, c'est-à-dire que les Caverdiens viennent beaucoup ici aussi sur le bar, la terrasse bar. C'est fréquenté par les Caverdiens et un peu de tous les milieux, mais c'est un peu le lieu, c'est un des lieux à la mode à Mindelo, où viennent aussi bien les jeunes que la belle société, etc. Je pense qu'ils sont sensibles au fait que c'est un lieu qui aujourd'hui est valorisé et visible, même si après... je sais qu'à l'intérieur de la maison, c'était une maison familiale et j'ai transformé ça en bureau, donc notamment il y a une cuisine qui a sauté un peu. Et je sais je sais que sur le coup ils étaient un peu tristes que la cuisine soit pas conservée, etc. Mais ça, j'avais été clair avec eux, je leur avais dit, moi la maison je vais la valoriser, En plus elle avait des soucis, il y avait des infiltrations au toit, il y avait vraiment beaucoup de choses à refaire dessus. Mais par contre, l'intérieur, je pouvais pas garder ça. Je pouvais pas en faire un musée de leur famille, quoi. Fallait que ça devienne fonctionnel pour mon activité, qui était une activité de bureau, quoi. Voilà. Et du coup, une des sœurs qui a vendu, elle vient toujours au jour d'aujourd'hui, oui, des fois dans le... régulièrement. Alors, parce qu'en plus, du coup, j'aurais fait une petite lettre là, parce qu'il y a une sœur qui vit aux États-Unis, il y avait 2 frères, dont un qui vivait au Portugal, l'autre à la capitale, etc. Donc, j'aurais fait une lettre à tous en les remerciant pour leurs gestes, etc. Et en leur disant que la maison c'est toujours ouverte pour eux, même si c'est des bureaux, quand ils viennent et leur famille, etc., ils sont chez eux, ils peuvent rentrer, visiter, montrer leurs enfants, leurs petits-enfants. Et c'est beaucoup ce qui se passe à chaque fois qu'ils viennent, s'ils ont des amis, ou si c'est avec la famille, ou des fois il y a juste les petits-enfants qui viennent seuls, qui me disent « Ah ben moi je suis le petit-fils d'un tel, je vis aux États-Unis, je suis là en vacances, j'aimerais bien voir la maison de famille. » Et donc tu vois, on les met à l'aise, ils se promènent, ils rentrent, etc. Après, c'était vraiment une famille, c'était des gens, on n'en fait plus guère aujourd'hui, mais des gens extrêmement droits, carrés, un peu old school et très sympas, avec des valeurs très fortes et tout. Donc, on a gardé ce lien comme ça. Ils continuent à venir régulièrement et ils sont contents de pouvoir continuer à accéder à ce qui pour eux a toujours été, ils sont nés dedans, ils ont grandi dedans, leurs ancêtres sont morts dans cette maison, etc. Et donc, c'est toujours un peu délicat, des choses qui sont dans la famille depuis très longtemps comme ça, quand elles sont vendues, je comprends que ça puisse être bizarre si tout d'un coup il n'y a plus accès. Voilà. Ok, top. Ouais, donc sinon sur ce que tu disais, il y a aussi 2 points, le côté aventure, baroudeur que tu disais quand tu étais tout jeune, et ensuite on parlera peut-être plutôt du côté immobilier, hôtellerie, hôtel. Donc qu'est-ce qui... Dans ton état d'esprit, qu'est-ce qui fait que... C'était en quelle année que tu commençais à faire du bateau stop, tu disais? En fait, moi j'ai fait des études d'ethnologie au Mali. Et puis, de là, après, je suis allé au Sénégal, parce que j'avais des copains au Sénégal. Et puis, j'avais entendu parler, ça c'était en 2000. Moi, j'avais 22 ans, j'étais en train de terminer ma maîtrise. Donc, j'étais allé au Sénégal pour faire un stage au Musée des Arts Africains à Dakar. Et puis, retrouver des amis qui étaient là-bas. Et puis j'avais entendu parler de Césaria Evora, qui est la chanteuse iconique, capverdienne. J'avais un CD chez moi que j'écoutais un peu, la musique m'avait l'air sympa et je me disais tiens, ces îles là, ça a l'air assez cool quand même. La musique a l'air vraiment sympa, les quelques images sur le CD que je voyais, ça me semblait cool. Mais j'en savais pas plus que ça. Mais j'étais à Dakar, j'avais du temps libre et du coup je me suis dit tiens, faudrait que j'aille voir ces îles en face. Et du coup j'ai cherché, les avions c'était compliqué, il n'y en avait pas beaucoup, c'était cher. Et moi j'étais étudiant, j'avais pas trop de thunes, du coup j'ai cherché un peu un embarquement sur un cargo ou quoi, mais ça se faisait pas. Et après j'ai trouvé des marins français qui avaient un voilier, qui allaient au Brésil et qui passaient par le Cap-Vert et qui eux m'ont dit ouais si tu veux j'avais un peu navigué, du coup je devais prendre mes cars et puis participer à la bouffe et puis me déposer au Cap-Vert. Et du coup je suis venu comme ça la première fois au Cap-Vert en bateau stop avec mon sac à dos sans savoir rien du tout du pays. Mais donc un peu à l'aventure comme ça, et donc j'ai atterri sur l'île de Praia, j'ai eu du bol, j'ai rencontré, on a garé le bateau à côté d'un autre bateau, d'un Français expatrié qui vivait là, et lui il m'a dit viens chez moi le temps que tu décides où tu veux aller ici au Cap-Vert. Du coup je suis allé chez lui, le lendemain il y avait un vol pour San Nicolao, qui était une petite île montagneuse là,
Et de ce qu'ils m'en disaient, ça avait l'air sympa. Ils me disaient, bon, il n'y a personne qui y va, mais c'est des montagnes, c'est joli. Et du coup, je suis parti à San Nicolao, j'ai passé un mois à San Nicolao. Et après ça, par contre, je suis retourné en avion à Dakar et puis à Bamako, et puis je suis rentré en France. Mais ouais, j'ai toujours eu un peu depuis petit la bougeotte. Je pense que, je sais pas, mais je vois même par rapport à mes frangins ou quoi, je pense pas que tu deviennes baroudeur, je pense que c'est un truc que tu as quand tu es petit et puis qui te un espèce de moteur comme ça. Quoi, je sais que j'ai un copain qui habitait dans les Hautes-Alpes, je sais pas, peut-être 4-5 jours, 6 jours de marche de chez moi. Je me souviens quand j'étais à la fin du collège, je suis allé le voir à pied avec mon sac à dos, mais sans carte ni rien, juste en sachant à peu près qu'il fallait que je passe par-ci, par-là, et j'ai marché pendant 4-5 jours comme ça en campant et tout ça. Je pense que c'est des trucs que tu as depuis gamin et qui font que tu as un peu la bougeotte comme ça. Quoi, moi, c'est quelque chose de naturel que j'ai jamais forcé et d'une façon générale, dans mon parcours, toutes les choses se font très naturellement. Quoi. Je pense qu'en vérité, moi, j'ai jamais décidé de partir de France et d'aller vivre ailleurs ou quoi. J'ai jamais pris cette décision-là. Juste un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, ah ouais, bon, les choses se sont enchaînées de telle façon que aujourd'hui, je suis là et j'ai monté un business ici, etc. Mais ça n'a pas été ni calculé, ni un choix d'un coup. Ça a été plein de portes ouvertes à des moments différents qui font que si tu es attentif, tu te rends compte que y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis au final, ça te fait un parcours qui fait que tu as pris un peu une voie différente de parcours plus classique, mais au final, c'est juste, je pense, être attentif aux opportunités. Justement, sur ces opportunités, tu as eu à certains moments des choix difficiles à faire ou peut-être en choisissant de rester là ou Non. Est-ce qu'il y a eu des moments où des décisions difficiles à prendre? Non, parce que moi, j'ai même quasiment l'impression que j'ai jamais pris de décision, quoi. Ah ouais. Tu vois, c'est quasiment... tu vois, j'ai vu une offre de travail d'une agence française de trek pour venir travailler au Cap-Vert. Il n'y a pas eu vraiment de choix à faire. Je les ai contactés en disant, tiens, je suis déjà allé au Cap-Vert, je suis guide, je bosse déjà pour des agences de trekking, j'irais bien bosser là-bas. Ils m'ont envoyé. Et après, c'est tout le temps des trucs qui se sont enchaînés. On m'a proposé de former des guides. Il y avait l'opportunité de monter une structure ici pour ces histoires de tourisme responsable, d'avoir une agence locale qui paye ses impôts sur place et tout ça. Ça m'a même été plutôt proposé plus qu'une initiative de ma part. Ça m'a été proposé par les agences françaises avec qui je travaillais, qui avaient besoin d'une structure ici parce qu'ils sentaient que le Cap-Vert allait se développer. Et puis moi, ça me branchait bien, ça m'intéressait. Du coup, j'ai accepté, je l'ai fait. Cet hôtel, ça n'a pas été vraiment un choix non plus, ça a été plus des opportunités comme ça. J'ai presque eu l'impression qu'on a insisté pour me vendre cette maison et qu'après, entre mon copain archi et mon copain maçon, un peu en discutant comme ça, c'est devenu une évidence. Mais moi, dans mon cas, j'ai pas l'impression d'avoir fait de choix, quoi. J'ai l'impression que à chaque fois, c'était des portes ouvertes assez évidentes. Il suffisait d'y aller, il n'y avait jamais eu de choix difficile. Ouais, donc assez inné, tu te laisses porter, quoi. Ouais, je pense que... Moi, c'est l'impression que j'ai. Le facteur le plus fondamental, c'est un peu la curiosité, dans le sens être attentif et capter beaucoup d'informations. Et quand tu as beaucoup d'informations en main, les choix sont vachement plus faciles parce que je pense qu'avant d'avoir à choisir, souvent, tu as déjà vu un peu ce qui te correspondait le mieux, ce qui peut-être allait mieux le faire, etc. Parmi plusieurs options, je pense que si t'es attentif assez vite... Moi, j'ai l'impression que j'ai jamais eu à choisir, quoi. Assez vite, la bonne option me semblait évidente. Ouais, donc indirectement, la curiosité, moi, c'est un point que j'en parle pas mal dans mon livre, c'est un point que je pense que tout le monde devrait essayer de développer. Tu dirais que justement, depuis tout petit, t'essayes d'accumuler des informations de manière peut-être inconsciente, mais très curieux pour... Moi, je pense le relatif succès de mon parcours professionnel, mais je dis succès dans le sens où j'ai fait ce que j'avais envie de faire et j'ai, comme on dit souvent, j'ai pas vraiment eu l'impression de travailler parce que j'ai fait que des trucs qui me faisaient plaisir, etc. Je pense que tout ça, c'est complètement lié au fait que... mais je pense plus tu es curieux, en fait, plus tu vois les possibilités qu'il y a, plus tu as d'informations et ces informations, elles te servent à prendre des décisions et c'est plus facile de prendre une décision quand tu as beaucoup d'informations sur les options que tu as devant toi, que quand c'est flou et que du coup tu sais plus à quoi t'en remettre pour décider ou tu vas essayer de te fier à je sais pas quoi. Mais je pense que moi en tout cas je sais que d'une façon générale je suis assez j'ai tendance à être un peu curieux et observateur et je pense que ça m'aide énormément après quand il faut se décider pour quelque chose, quoi.
Selon moi, c'est un peu selon moi, la curiosité, c'est, dans le bon sens du terme, hein, c'est, je pense, la clé de pas mal de... Ça ouvre pas mal de portes et ça facilite pas mal les choses. Complètement d'accord. On va parler un peu de l'hôtel après, mais sinon j'ai juste une dernière question sur la localisation. Du coup, là actuellement, j'ai pas dit, on est à Mindelo, donc à São Vicente, tu l'as un peu dit, mais justement sur le trekking, moi une question qui me vient à l'esprit, c'est que normalement j'ai plutôt tendance à penser Santa Antão est plus connu pour le trekking. T'as complètement raison. Qu'est-ce qui t'a fait justement quand même prendre le risque, si t'es passionné de trekking, d'être plutôt ici que... Alors c'est pas vraiment un risque en fait. En fait, comme je te disais, l'hôtel est arrivé un peu après la création des bureaux de mon entreprise de trekking. Et là, par contre, pour ma boîte de trekking, l'implantation ici à Mindelo est obligatoire. Parce qu'en fait, c'est ici qu'il y a l'aéroport international. Aujourd'hui, Saint-Anton est un peu moins enclavé. Il commence à y avoir des banques, des administrations, etc. Mais quand moi je suis arrivé ici, vraiment tout se passait ici. Et donc, si tu devais travailler avec la banque, avec la compagnie aérienne, avec l'aéroport, etc., il fallait être ici. Mais c'est aussi là qu'arrive, c'est la porte d'entrée et de sortie en fait. Donc nous, nos voyageurs, ils atterrissent ici et repartent d'ici. Et donc c'est à ce moment-là qu'on veut les voir aussi, tu vois. Quand ils arrivent pour l'accueil, pour les infos, pour les choses comme ça. Quand ils repartent aussi pour débriefer le voyage, on est content d'être ici. Et après aussi, les pépins se règlent ici. Si jamais il y a un souci, une évacuation, un problème, souvent les gros problèmes, ça va être aussi, tu vois, lié à l'aéroport, au vol, des vols en retard, des vols annulés, des choses comme ça. Et ça, tu as intérêt d'être sur place pour les gérer. Et donc c'est pour ça que mon agence de trekking est implantée ici. Alors qu'en effet, Saint-Anton correspond plus à l'activité que l'île de São Vicente. Mais après, nous, on ne travaille pas que sur Saint-Anton, on travaille aussi beaucoup sur Fogo, sur São Nicolau, sur tout l'archipel en fait. Et donc, travaillant sur tout l'archipel, que ce soit quand j'ai monté ma boîte pour les télécommunications, aujourd'hui, ça semble évident d'avoir de l'électricité 24 heures sur 24. Mais pendant longtemps, beaucoup d'endroits à Saint-Anton, tu avais énormément de problèmes de coupure d'électricité, même ici à Mindelo. Et donc quand tu te retrouves pendant 2 jours, tu vois, sans pouvoir démarrer un ordinateur, c'est compliqué. Et donc pour toutes ces raisons, en fait, Mindelo était bien plus propice à l'installation d'une agence de trekking que l'île de Saint-Anton. Et du coup, c'est pour ça qu'on est implanté ici. Après, d'un point de vue purement... business, je pense qu'en effet, ici c'est vraiment une escale pour les gens qui vont dans les montagnes, c'est-à-dire qu'ils y passent une journée à l'arrivée, 1 ou 2 jours au retour, alors que si tu as un bel hébergement dans les montagnes, ben, potentiellement sur la semaine, quand ils ont passé 2 jours ici, ils en passent plutôt 5 en face dans les montagnes. Après, de mon expérience aussi, c'est que si tu veux gérer comme il faut un lieu, tu as intérêt d'être sur place. Peut-être maintenant, ça commence à être un peu différent, parce que notamment ici j'ai une bonne équipe, et ça fait quelques années qu'on est ouvert et il commence à se gérer complètement. Mais en tout cas, c'est dur d'avoir un lieu et de ne pas y être, et de le gérer à distance, etc. Et du coup, moi je voulais le faire là où j'étais, et j'étais ici à cause de mon activité professionnelle. Parce que justement, ça allait être une de mes questions sur déléguer. Quand on a échangé un peu avant, tu étais en Géorgie. Est-ce que tu arrives à bien avoir constitué une bonne équipe, en plus la différence de culture, et du coup tu peux voyager ou faire d'autres choses Ouais, maintenant oui. Ça n'a pas toujours été le cas parce que c'est ici comme ailleurs, c'est pas propre aux Capverdiens, mais c'est vrai que des gens qui travaillent dans une entreprise qui n'est pas la leur, ils n'ont pas le même investissement que toi quand c'est ta propre boîte. Et puis, il y a en effet une différence culturelle, mais je ne pense pas que les Capverdiens soient plus filous ou paresseux ou quoi que les Français, par exemple. Moi, j'ai mon frangin qui a une boîte en France. Je vois des trucs avec des salariés. J'ai pas eu ça ici. Mais ça peut être assez risqué. Ça peut être assez risqué de déléguer. Parce que la plupart des histoires ici, des gens qui ont mis leur lieu en déléguant complètement ou en mettant en gérance auprès de quelqu'un de confiance, etc. Malheureusement, ça se termine assez mal. Après moi je travaille avec des gens que je connais depuis très longtemps et petit à petit tu finis par sélectionner un peu et connaître les gens et là avec le temps je pense que maintenant là depuis 2-3 ans je commence à avoir une équipe qui peut se déléguer suffisamment pour en effet que je puisse voyager, être absent là cette année. J'en ai profité un peu que l'activité avait baissé pour passer 4 mois un peu à l'étranger en vadrouille. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci, que ce soit pour l'hôtel ou l'agence de voyage. Mais pour l'hôtel, c'est encore plus facile à déléguer si jamais tu as les bonnes personnes aux bons endroits. Et il y a
Autant au Cap-Vert, tu peux vraiment avoir des gens extrêmement malhonnêtes et notamment l'attrait de l'argent facile fait des ravages. Mais autant, tu as aussi des gens qui sont extrêmement droits, extrêmement carrés et qui vont pas se laisser tenter et qui vont faire leur travail de façon très professionnelle. Et donc, il faut savoir avec qui tu bosses et il faut avoir un peu la chance au recrutement aussi parce que en vérité, c'est un peu là que tout se joue et c'est difficile, quoi. Un recrutement, tu fais un entretien d'embauche et puis tu peux essayer de prendre la personne à l'essai pendant quelques temps, mais ça ne dit pas tout sur elle ni sur comment elle va réagir quand elle aura plus de marge de manœuvre et avec le temps, etc. Mais donc petit à petit, tu fais des erreurs et puis aussi tu tires des mauvais numéros et des bons numéros. Si tu arrives à garder les bons numéros, à la fin, tu peux te permettre de beaucoup déléguer et d'avoir plus de temps pour toi. Ouais. Ok, intéressant. Donc, du coup, on va peut-être parler un peu de l'hôtel, notamment d'ailleurs de l'hôtel. Est-ce que tu pourrais nous présenter la taille qu'il fait, combien de chambres, les caractéristiques principales, et ensuite, moi, il y a une dimension que j'ai bien aimée, c'est la dimension un peu éco-responsable. Quels matériaux tu as utilisé, qu'est-ce que tu as fait pour prendre en compte certains critères. Et notamment dans ce que tu as dit tout à l'heure, souvent les gens, ils pensent, quand on parle ISR et éco-responsable, les gens ils pensent surtout au côté environnemental, mais il y a un point que tu as précisé au début dans ta négociation, c'est d'avoir un peu gardé notamment la dimension sociale avec la maison. Ça c'est intéressant, mais donc voilà, si tu peux un peu nous parler de l'hôtel et du projet. Oui, alors en fait, pour mes besoins, en fait, j'avais identifié que 12 chambres, c'était un peu le bon numéro. On travaille beaucoup avec les groupes de trekkers. Donc ça, souvent, c'est des groupes qui sont à 15 personnes au maximum. Et donc, souvent, c'est des roomings de 8 ou 9 chambres, ou 10 chambres. Et puis, en plus de ça, ça me faisait 2-3 chambres en plus pour éventuellement des couples qu'on a dans notre clientèle. J'avais un peu fait ce calcul-là à partir de mes clients. Dans la pratique, des fois, c'est vrai qu'on loge des groupes. Mais finalement, l'hôtel, on travaille aussi beaucoup avec des agences qui ne sont pas mon agence. Et donc, on a beaucoup d'individuels, mais des fois, on loge des groupes aussi, etc. Du coup, la taille, c'est ça, c'est 12 chambres. C'est un peu ce qui me... J'avais pas envie de faire plus non plus d'un point de vue impact visuel sur le quartier et le paysage ici. Je voulais pas faire un truc énorme. Je voulais faire un truc qui se fonde un peu dans le paysage. Et donc, si tu fais voler ton drone ou que tu vois l'hôtel de loin, en fait, on a fait des blocs comme ça. Il y a 4 blocs un peu orientés différemment avec des hauteurs différentes qui sont complètement, si tu regardes les constructions sur les collines de la ville, les quartiers sur les collines sont construits comme ça. Chacun fait un peu sa maison. Tu en as une qui est tournée différemment, tu en as une qui est un peu plus haute que l'autre, tu as des passages, des petites ruelles entre les maisons et tout ça. Donc, on a repris un peu ce langage architectural pour construire l'hôtel. C'est pour ça que c'est des blocs comme ça, autour de la maison. On voulait à chaque fois qu'il y ait un bon espace extérieur, c'est pour ça qu'à chaque fois il y a des gros balcons devant. Un petit peu dans le même esprit de l'architecture coloniale à une époque comme la Maison Verte, là, qui est le siège du bureau. Il y a aussi une grande terrasse devant, une grande véranda couverte. Et ça, je voulais pas spécialement des chambres très grandes, je voulais juste qu'il y ait une jolie vue, que ce soit simple, fonctionnel, un peu minimaliste, et qu'il y ait un espace sympa pour être dehors, mettre un hamac, s'installer comme ça, profiter de la vue. Au niveau des matériaux, en fait, alors ici, tu n'as pas énormément de choix, il n'y a pas beaucoup de bois, c'est du bois qui vient du continent africain, il faut un peu regarder où est-ce qu'il a été coupé, parce que selon les pays, l'exploitation du bois, malheureusement, sur le continent africain n'est pas top. Ça, c'est du bois qui vient beaucoup du Ghana. Alors bon, soi-disant que de ce que disent les gars ici, c'est une exploitation un peu raisonnée, c'est dur de savoir ce qu'il en est réellement. Après, pour le reste, en fait, on a dû détruire la maison, là, elle avait des murs de protection autour, et elle avait une espèce de dépendance, qui était une vieille dépendance, mais qui ne faisait pas vraiment partie de la maison, et qu'on a détruit pour pouvoir libérer l'espace pour faire les chambres. Et donc, et plus la maison aussi, quand on l'a retapée, on a cassé tout le toit, parce qu'il y a des infiltrations, donc on a recoulé une dalle dessus. Et donc le maître d'œuvre, qui est un peu de la vieille école, et au Cap-Vert pendant très longtemps, il y avait très peu de matériaux disponibles, donc il recyclait énormément. Donc en fait tout ça, tous ces restes de pierre, de béton concassé, etc., il a tout recyclé, tout récupéré pour faire les fondations et les restes de ciment cassé, etc. Il en a fait en fait, ils les recassent et ils en font, ça devient comme du gravier, comme quand tu fais des parpaings ou que tu coules les fondations, etc. Donc tout ça, ça a été recyclé. Donc en fait, le bloc là dans lequel on est, qui est le plus gros bloc de construction, qui est la suite, une très grosse partie du bloc est construit avec
des restes, des matériaux recyclés de toute une partie des murs d'enceinte, de la maison, de la dalle et de toute une partie de dépendance qu'on a détruit. Et là, on n'a pas évacué les gravats, en fait, on a tout gardé et on a tout réemployé ici pour construire ce bloc-là. L'idée, en fait, et le problème du Cap-Vert un peu, c'est qu'en fait, ici, ils produisent peu de choses, ils exportent très peu, ils importent énormément. Donc, c'est un pays qui est complètement déficitaire. Parce qu'en fait, ici, là, quasiment tous les meubles, les vêtements, etc., tout est importé, il n'y a quasiment rien de produit sur place. Et donc, le défi qu'on s'est lancé un peu, nous, c'était de construire le plus de choses possible ici. Ça, quand tu disais l'aspect social d'un projet un peu éco-responsable, ça c'est assez important parce qu'en fait, si tu équipes complètement un hôtel comme ça en achetant du matériel, en achetant tout ton mobilier, ton équipement en Chine, ben, t'envoies tes sous en Chine et il reste pas ici dans l'économie locale. Alors j'ai rien contre les Chinois, mais par contre, moi je vis au Cap-Vert et c'est de l'argent que j'ai investi, que j'avais gagné ici et je voulais vraiment que le plus d'argent possible reste au Cap-Vert et soit injecté dans l'économie locale. Et donc ça, en travaillant avec des artisans locaux, ça a été pas mal de boulot parce que du coup, il a fallu tout dessiner. Tu verras, par exemple, des luminaires, des lits, tous les meubles, etc., que ce soit sur la terrasse, dehors ou ici en intérieur. Tout a été construit ici. Les tables, par exemple, tout ça, c'est les planches de coffrage. Ça, c'est les planches de coffrage qu'on utilisait pour faire les coffrages de construction d'hôtel, qu'on a récupérés, on a enlevé les clous, on les a rabotés, on a construit les meubles avec, histoire d'utiliser tout ce qu'on avait sous la main. Et donc, jusque dans vraiment des petits détails, on a fait bosser tout ce qu'on pouvait faire au Cap-Vert, on l'a fait faire au Cap-Vert. Après, arrive un moment, des matelas par exemple, ou des draps, ça n'existe pas ici, donc ça, tu es obligé d'importer, donc ça, on a acheté au Portugal. Mais il y a eu cette préoccupation de le plus possible tout faire ici pour que notre argent reste ici et que ça crée du boulot ici et de la richesse ici pour les gens. D'autant plus qu'au Cap-Vert, les artisans sont très bons. Il y a vraiment c'est le propre à ces pays où justement tu peux pas tout acheter, des fois il faut te débrouiller, et donc il y a des savoir-faire de construction et de réparation qu'il n'y a plus en Europe, notamment sur le travail de la tôle. Ils se font les moules à gâteaux eux-mêmes, ils se font toutes sortes de choses comme ça, et donc ça c'était intéressant de travailler avec des gars qui ont des savoir-faire qu'on voit plus trop en Europe, ou en tout cas qui sont rares, et de leur dessiner exactement ce qu'on voulait, de faire des prototypes, de voir s'ils marchaient, de recommencer jusqu'à ce qu'on arrive à ce qui nous intéressait. Ça a été un procédé assez sympa et assez... bon, c'est long, c'est fatigant, mais à la fin, ça te permet d'avoir aussi quelque chose qui est 100% capverdien et qui est fait au Cap-Vert, et c'est un peu l'idée, je pense, quand tu rentres dans un hôtel, en tout cas moi, je vois... là, je rentre de Géorgie, tu rentres dans un hôtel en Géorgie, si on te bande les yeux, on te met là, ou on te met, ça m'a fait pareil, tu peux être à Ulaanbaatar ou au Canada ou au Pérou, ça devient très standardisé en fait, et donc tu vas trouver des produits d'Occitane en Provence, en Mongolie, et un peu les mêmes meubles sur les mêmes standards, faits partout, souvent faits dans les mêmes usines. Et du coup, il y a cette standardisation qui fait que tu peux facilement rentrer dans un hôtel sans sentir que tu es dans tel pays ou des fois tu as un vague élément de déco. Mais là, l'idée, c'était vraiment de dire, ok, on est au Cap-Vert, on va... Par exemple, les sols en cette espèce de béton ciré. Ouais, ils sont top, les sols. Alors ça, c'est pas vraiment du béton ciré, et c'est pas la mode du béton ciré en Europe qui nous a fait faire ça. C'est qu'ici au Cap-Vert, pendant très longtemps, il n'y avait pas de carrelage, où c'était vraiment pour les riches, parce que c'était importé du Portugal. Et donc, les sols des maisons étaient faits comme ça, c'est-à-dire, ils appellent ça béton fagot. En fait, ils font une dalle en béton, et après, ils saupoudrent du ciment dessus, et ils le lissent, quasiment un peu comme le procédé du tas de lac, en fait, mais avec du ciment et au sol. Et ça finit par te faire ce côté un peu vitrifié comme ça, un peu ciré. Mais en fait, c'est une technique historique et traditionnelle ici qui disparaît un peu parce que c'est un peu associé à la pauvreté. Les gens disent bon, ça c'est un peu un truc de pauvre, et ils vont préférer mettre un carrelage dégueulasse importé de je sais pas où, qui va être moche, qui va glisser, qui va se salir, plutôt que d'utiliser cette technique-là qui nous fait qu'on trouve que c'est local, quoi, voilà. On a fait bosser des maçons plutôt que d'importer du carrelage. Et donc, il y a eu un peu cette préoccupation-là tout du long. Après, il y a eu une préoccupation écologique, mais ça, après, déjà, j'ai toujours du mal avec tout ce qui se prétend un peu éco-responsable, etc. Parce que c'est devenu tout... En fait, même les pires compagnies d'énergie fossile, ils sont plus éco-responsables et verts que tout le monde. Du coup, je suis même un peu gêné de communiquer là-dessus. Après, c'est pas tant de choses que ça qu'on a fait.
Mais donc ici, l'énergie au Cap-Vert est produite par des centrales au fioul. Donc nous, ce qu'on a, c'est qu'on a des panneaux solaires sur les toits, donc on a une grosse production d'énergie pendant la journée, Ok. en fait, qui fait qu'on est peu dépendant de l'usine, de la compagnie d'électricité. Après aussi, bon, on n'a que des LED et des choses comme ça pour essayer de réduire au maximum notre capacité, notre consommation. Et on a un système aussi de recyclage des eaux grises, parce que l'eau au Cap-Vert, c'est relativement un problème. Alors on a un système de recyclage de toutes les eaux de douche, etc., qu'on récupère, qu'on filtre. On peut les pomper pour les mettre dans les chasses d'eau, pour ne pas utiliser d'eau potable pour les chasses d'eau. En ce moment, on a un souci parce qu'ici, on n'a pas de bon système de filtration. Et les systèmes de filtration, ils sont vite défaillants et tu te retrouves vite avec de l'eau dans les chasses d'eau qui a un peu une odeur. Et donc là, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'aussi on a un grand jardin et puis on arrose en fait toute la rue là devant, même chez les voisins et tout. Et donc ce qu'on fait, c'est il n'y a pas une grosse culture ici, notamment ici à Mindelo, je parle de Mindelo, ils coupent volontiers les arbres. Ils ne sont pas très fans d'arbres dans la rue, etc. Mais ça dépend qui. Mais là, on a des voisins qui sont très branchés jardinage aussi. Et donc, en fait, nous, on récupère toutes les eaux usées et on s'en sert pour l'arrosage de notre jardin, du jardin devant et des jardins des voisins aussi. Là. Et du coup, là, si tu survoles l'endroit, tu verras que tout le devant là est assez vert et assez planté. Alors ça... Bon, c'est beaucoup parce que c'est joli, mais c'est vrai qu'aussi, ici, c'est un pays assez chaud. Et donc, dès que tu as un peu de la couverture végétale comme ça te fait des coins un peu plus frais, un peu plus agréables. Mais donc, au-delà de ça, après, tu vois, je prétends pas avoir une démarche tellement éco-sociale qui permette de sauver l'humanité. Tu vois. Juste simplement d'essayer de faire quelque chose en accord avec ce qui sont un peu mes valeurs et en essayant de limiter au maximum les côtés pervers d'une construction. Ouais, non, mais clairement, c'est vraiment pour ça justement que je voulais notamment t'interviewer, parce que je suis complètement d'accord, il y en a beaucoup qui surfent sur la vague un peu éco-responsable, tout va dans tous les sens, et sans même qu'on sache concrètement les petites actions concrètes qui peuvent être faites pour vraiment répondre à ces problématiques d'un point de vue concret et pas juste de communication. Quoi. Bon, après, je pense que c'est vraiment à chaque fois, c'est un peu des gouttes d'eau, mais pareil au niveau des produits du bar, du petit déjeuner, etc. On fait attention à consommer le plus local et en circuit court possible ici, ce qui est en plus possible parce que il y a vraiment des bons produits locaux et il y a vraiment de la qualité. Du coup, tu peux te permettre de faire venir tes choses de la montagne en face de Saint-Anton et même des oasis ici, là où ça cultive pas mal de trucs et d'essayer de faire local. Moi, c'est vrai que souvent, c'est plus l'idée d'injecter l'argent dans l'économie locale, peut-être plus que de dire tiens, ça c'est une pomme qui arrive de l'étranger, ça a plus pollué qu'une papaye qui arrive d'en face, mais c'est plus aussi pour appuyer l'économie locale. Quoi, voilà. Ouais, circuit court. Voilà. Et une question toute simple, vous avez la clim ou non Non, et notamment là on a tout fermé, c'est pour ça que je transpire un peu, mais en fait cet hôtel il est orienté dans le sens, il est perpendiculaire au sens du vent dominant, qui sont les alizés qui soufflent du nord comme ça, et en fait il y a un système de ventilation croisée, donc là on a fermé les portes pour être tranquille. Mais dès que tu ouvres un peu la porte, en fait, l'air circule comme ça naturellement. Et ici, on n'est pas sur des chaleurs telles qui font que c'est insupportable. Après, il y a aussi des gros ventilateurs au toit qui font que, on va dire, en tout cas jusqu'à présent, et on est ouvert depuis 2016, on n'a jamais eu de gens qui se sont plaints du fait qu'il fasse trop chaud. Quoi, voilà. Ouais, moi, la clim, à titre perso, ça me rend malade. Donc, quand je vais dans un hôtel et qu'il y a la clim, je D'accord, ok. Non, en vérité, en vérité, depuis très longtemps, il y a plein de systèmes de ventilation naturelle qui existent et qui font que tu peux maintenir un espace relativement frais si tu l'utilises. Et du coup, là, c'est ce qu'on a fait en fait, c'est que tu as ces fenêtres et tu as au-dessus de la porte là qui s'ouvre d'un côté, d'où arrive le vent, et de l'autre côté, il suffit d'entrouvrir un peu les portes là, et puis l'air circule et ça rafraîchit. Après, le Cap-Vert, il fait chaud plutôt en été, il fait très chaud plutôt en août-septembre, et c'est pas les mois où nous on a une très grosse fréquentation touristique, etc. Ouais, ok. Voilà. Ok, ouais, on a déjà fait un bon tour de pas mal de sujets. Le but c'est pas de prendre tout ton temps, mais juste peut-être deux dernières questions. Une sur le côté
Donc j'ai bien compris que ton business principal à la base c'est plutôt une agence de trekking, mais je ne sais pas si tu as d'autres projets dans les années à venir, peut-être d'un point de vue hôtelier ou immobilier, ou pourquoi pas Alors moi changer. en fait, ce dont je me suis rendu compte en construisant ça, c'est que au Cap-Vert, tu peux, d'un point de vue administratif, etc., c'est un peu la lutte. La loi, les textes sont complètement favorables à l'investissement étranger. Moi, dans mon cas, c'est même pas étranger parce que j'ai la nationalité capverdienne. Mais on va dire, tu n'as théoriquement pas beaucoup d'obstacles administratifs. Mais par contre, tu rencontres beaucoup d'obstacles à cause de la lourdeur et la lenteur de l'administration. Et donc ça, moi, ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a beaucoup retardé mon projet. Et après aussi, construire ici, ça te demande énormément d'énergie parce qu'il y a énormément de choses que tu dois inventer, parce qu'il y a plein de matériaux qui n'existent pas, il y a plein de choses qui sont indisponibles sur le marché. Tu peux te retrouver ici, des fois, pendant plusieurs mois, il n'y a plus de fer à béton de 10 ou de 20, parce que le bateau n'est pas arrivé, qu'on attend qu'il arrive, et donc ton chantier est bloqué. Et donc ça, il y a cette partie-là qui peut être assez fatigante. Et après aussi, potentiellement, ce qui peut être assez fatigant, c'est la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire que quand tu montes un lieu comme ça, avant d'arriver à avoir une équipe qui soit un peu autonome, etc., souvent ça va demander beaucoup de boulot, de formation, d'accompagnement. Et même quand tu as une équipe autonome, tu ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est des équilibres qui sont assez précaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé pendant longtemps. Et j'avais l'énergie pour ça. Et là, maintenant, je sens que j'ai moins l'énergie pour... ça m'intéresse moins, j'ai moins cette curiosité. En vérité, j'aurais besoin de faire un hébergement à Saint-Anton, dans un secteur où j'en vois beaucoup de monde, et où il n'y a pas d'hébergement de qualité. Et, Où ça, à Saint-Anton ? Du côté de Tarrafal. Tarrafal, c'est un village de pêcheurs isolés. Les hébergements sont... Il y a des beaux hébergements, mais ils ont une petite capacité, et c'est pas suffisant pour recevoir des groupes. Et du coup, moi, j'en vois beaucoup de monde là-bas, mais j'ai beaucoup de problèmes avec la qualité des hébergements. Et donc... ce serait complètement viable pour moi de construire quelque chose là-bas, parce que notamment en plus j'ai un petit terrain et tout ça. Oui. Mais juste, je me dis, tu vois, là c'est peut-être le moment de faire un choix. J'ai pas fait beaucoup de choix jusqu'à présent, et mon tempérament me ferait plutôt entreprendre, parce que j'aime pas trop m'arrêter, quoi. J'aime bien avoir des projets en cours. Mais là, mon tempérament aurait tendance à me dire, vas-y, monte un truc là-bas, parce qu'en plus j'ai un peu une idée de ce que je pourrais faire. Ce serait plutôt un campement de petites cabanes en bois, un peu. Tiny house ou des petits pods. Voilà, exactement, sur la colline, là, au-dessus de la mer. Mais en fait, il y a une autre partie de moi qui me dit, attends, lève un peu le pied, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a cette agence de trekking, il y a cet hôtel, ils tournent tous les deux bien. Et plus je me rajoute des projets, plus ça me prend du temps, et plus je cours dans tous les sens. Je m'occupe du consulat de France aussi ici. Et donc, tout ça, ça fait qu'en fait, j'ai peu de temps pour moi. Et là, avec le Covid, j'ai un peu redécouvert ce que c'était que d'avoir le temps de cuisiner, un peu de bricoler chez soi et tout ça. Et je me dis, bah tiens, est-ce que c'est pas le moment de lever un peu le pied plutôt que de te lancer dans d'autres projets? Du coup, en vérité, j'ai un projet perso plutôt qu'une petite maison dans les montagnes, là, à Saint-Anton. Parce que je passe beaucoup de temps, j'ai un pied à terre déjà au port à Porto Novo, là, sur l'île d'en face. Mais ça, c'est plus d'un point de vue pratique, parce que c'est un local pour mon agence où on stocke du matériel, des tentes, des matelas, du matériel de montagne. Mais d'un point de vue perso, je vais plus m'investir sur un petit projet perso qui va être en plus vraiment un cabanon un peu minimaliste dans la nature, loin de tout. Où ça, encore à Saint-Anton ? Plutôt du côté de Pico da Cruz. C'est le sommet de la partie nord de l'île, on va dire. C'est vers la vallée de Paul. Voilà, c'est au-dessus de la vallée de Paul. Un peu là-bas, sur les hauteurs, un endroit où il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de voisins, c'est un peu silencieux, c'est un peu... Voilà. Ça va plus être ça, je pense, et quelque chose de très symbolique, plutôt que me relancer sur un gros projet... Où après tu dois gérer notamment le recrutement, la gestion du personnel, et en plus sans être sur place, et ce qui n'est pas évident. Et notamment ici, Mindelo, c'est un gros bassin de population, tu vas avoir plus de facilité à trouver du monde pour bosser avec toi. Quand tu commences à partir dans des villages isolés en montagne, forcément tu réduis la main d'œuvre disponible, et donc tu as potentiellement plus de mal à trouver des profils qui correspondent à ce que tu attends, etc. Je me dis un peu qu'il faut que d'un point de vue professionnel, je me calme. Parce que justement, la notion du temps, tu as parlé du temps, notamment le Covid, ça t'a fait redécouvrir, gagner du temps, etc. Une question un peu vague. Toi, ta vision du temps, comment tu vois, est-ce que tu penses qu'il faut plutôt essayer
de profiter Non, moi je suis pas. C'est quoi ta vision du temps? C'est une question un peu non, mais moi en fait, profiter oui, mais moi de l'éducation que j'ai eue et de mon tempérament, pour moi profiter c'est, je pense un peu, comme je te disais, j'ai l'impression de jamais avoir travaillé. Ouais. Parce que j'ai tout le temps fait des trucs qui me plaisaient vraiment, mais par contre j'ai un peu cette vieille idée qui est peut-être un peu à la con, hein, que la réalisation personnelle passe quand même beaucoup à travers tes projets professionnels. Moi je vois un peu les choses comme ça, mais ça, je dis projet professionnel, ça correspond même pas tant à ce que je veux dire, parce que moi mes projets professionnels c'est plus un peu des projets de vie généraux, quoi, tu vois. Ouais, j'aimais la montagne, j'avais envie d'y passer plus de temps, du coup j'ai guidé du monde en montagne. Après j'avais envie de voyager un peu et de découvrir une culture différente, du coup je suis venu bosser ici et m'installer ici. Tout ça, ça s'est fait avec l'activité professionnelle un peu comme prétexte, mais au fond c'était beaucoup d'autres choses qui se passaient, du coup mais c'est vrai que moi si tu me mets tu vois sur un hamac à glander la journée, au bout de 10 minutes tu vois j'ai envie de faire quelque chose, quoi, pas spécialement en plus c'est pas l'activité professionnelle dans une perspective lucrative, mais c'est plus le besoin d'avoir l'impression que les choses avancent, de créer quelque chose, de me servir de mes mains un peu, de me servir de ma tête et tout ça. Et donc, je suis très content de la façon dont j'ai occupé mon temps jusqu'à maintenant. Si j'ai peut-être un questionnement, si je me dis si je lève le pied d'un point de vue professionnel, dans quelle mesure vraiment je vais me sentir réalisé en entreprenant moins que ce que je fais en ce moment. Mais je pense que ça va le faire quand même. Après, rien ne t'empêche de faire une petite pause de 6 mois, 1 an et tu vas peut-être t'ennuyer. Ouais, t'as fait, du coup, tu te lanceras sur un autre projet. Mais... Et justement, non, mais c'est parce que toi, en fait, depuis le début, tu vis de tes passions et de des projets qui t'animent. Mais est-ce que tu auras un conseil à donner, peut-être aux gens qui regardent, qui font des métiers qu'ils n'aiment pas, justement, pour se lancer et dans des choses plutôt qui sortir de leur zone de confort pour vivre de leur passion plutôt et suivre leurs envies? Je pense que je suis pas de bon conseil pour ça, parce que moi j'ai jamais eu ce cas de figure là. Ouais. C'est-à-dire que j'ai jamais été dans une situation où je me suis dit c'est tellement chiant, il faut que je fasse autre chose. Et même je vais te dire, je vois c'est beaucoup comme ça au Cap-Vert, ils parlent beaucoup d'entrepreneuriat, c'est énormément mis en avant et valorisé. Et en fait je pense que il y a un peu une exagération autour de ça, c'est-à-dire que je pense que ce genre de parcours est pas nécessairement épanouissant pour tout le monde, et alors que c'est en train de devenir un peu quelque chose d'iconique en disant entrepreneur, start-up, etc. Mais en fait, je pense que ça correspond à des gens qui sont faits pour ça, et je pense les gens à qui ça correspond vraiment, je pense qu'ils ont même jamais... Je me dis, c'est peut-être un peu comme moi, ces gens qui n'ont jamais vraiment fait le choix de choisir ce parcours-là. Et je me dis, si quelque chose n'est pas naturel pour toi, est-ce que les gens vont nécessairement y arriver? Est-ce qu'ils vont se sentir bien dedans, etc. Donc moi, je ne saurais pas dire à quelqu'un... si jamais le chemin dans lequel tu es te plaît pas, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Est-ce qu'il y a un meilleur chemin? Est-ce que ça c'est une grosse responsabilité? Ouais, non, c'est clair. Non, mais c'est pas fait pour tout le monde. Mais du coup, il y a deux questions dans une. C'est est-ce que tu penses parce qu'on parle souvent de la génération Y qui est peut-être un peu plus dans ce côté, t'as dit entrepreneuriat, etc. Mais est-ce que toi aussi, t'as dit que t'as 43 ans, je crois. Ouais. Peut-être déjà à l'époque il y avait des gens peut-être qui t'as le sentiment qu'ils faisaient des choses qu'ils aimaient pas, ou pas forcément, et c'est juste que ça dépend. Des gens se posent moins de questions que d'autres peut-être. Non, mais je pense que, et c'est pour ça que je pense qu'il y a des grosses tensions sociétales autour de la question des retraites ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se font chier dans leur boulot. Ouais. Mais malheureusement, je pense que c'est un peu aussi, c'est un peu inhérent à toute organisation sociale, c'est que il y a des boulots et des tâches qui sont pas super épanouissants et que malheureusement qui doivent être faits. Et donc, je pense déjà ça, pour une partie, peut-être que ça explique le fait que des gens fassent des boulots un peu chiants. Il y a aussi le fait qu'il y a plein de boulots qui sont pas du tout valorisés par la société. Je pense que ça finit par impacter les représentations que les gens ont de leur travail
et leur donne la sensation qu'ils se font chier, alors qu'en fait, peut-être si le boulot était plus valorisé socialement, je ne parle même pas spécialement au niveau du salaire, mais qui soient des boulots auxquels on donne un peu plus de sens, un peu plus de valeur, peut-être que les gens s'épanouiraient plus dans ces boulots-là aussi. C'est pour ça que tout ce discours et toute cette valorisation un peu à outrance de l'entrepreneuriat, je pense que c'est un peu cet effet pervers de faire justement que des gens finissent par se frustrer un peu psychologiquement dans des jobs qui en fait sont peut-être pas pires et qui pourraient être abordés d'une autre façon et qui pourraient être un peu plus épanouissants, mais du coup je sais pas trop. J'ai un copain à Saint-Danton là qui dit qui dit en rigolant, et il fait un boulot dur, hein, le gars il creuse des trous là pour des poteaux électriques, etc. Et du coup, très souvent, il dit, quand on lui demande ça va ou quoi, il dit ouais, ça va, le travail c'est psychologique. Comme on dit, le froid c'est psychologique, c'est-à-dire l'effet désagréable du froid c'est dans la tête, c'est pas quelque chose que tu ressens vraiment. Et lui, il dit ça pour le travail, il dit le travail c'est psychologique, ça veut dire que si tu te mets dans la tête que ton boulot est chiant, etc., tu vas pas t'en sortir. Alors que lui, il fait un boulot très dur, mais il l'a fait content, en souriant, et manifestement, il s'épanouit dans ce qu'il fait. Et il dit ça, il dit pas de souci. Le travail, c'est psychologique. Chacun est plus ou moins à sa place en fonction de comment les choses. Je sais pas, je suis pas fataliste, mais j'aurais tendance à dire en tout cas, moi, j'ai aucune idée, parce que j'ai pas eu ce parcours-là. Moi, j'ai eu un parcours qui a toujours été assez évident. Et du coup, j'ai aucune idée de comment faire pour changer de voie si t'es pas dans la bonne voie, etc. Mais certainement qu'il y a des gens qui sont passés par là, qui l'ont fait et qui sont de meilleurs conseils que moi pour ça. Ok. Non mais ok, très intéressant. Voilà. En tout cas. Non mais je pense qu'on a traité pas mal de sujets intéressants et de thèmes intéressants. Merci beaucoup pour cet échange. Moi, le thème de mon livre, c'est, comme tu l'as compris, l'aventure et l'immobilier. Dernière question pour terminer. Toi, l'aventure pour toi, c'est quoi ? Déjà, je pense qu'il y a une grosse valorisation du voyage dans nos sociétés, parce que c'est un bien de consommation qui est beaucoup vendu, etc. Je pense que l'aventure, ça n'a pas nécessairement grand-chose à voir avec ça. Et après, j'aurais du mal à répondre. Un peu de façon bateau, c'est un peu sortir de sa zone de confort. Je pense que l'aventure, pour beaucoup de gens, vraiment commence au pas de la porte sur des trucs très simples. T'as pas besoin d'essayer de rejoindre le pôle sud en ski pour ressentir ce truc d'aventure, je pense. Mais je saurais pas trop Comment tu définis ça, toi ? Ah, bonne question. C'est toi qui veux. Non, moi, pour moi, l'aventure, c'est. Ça va pas, comme tu le dis, c'est pas forcément prendre des très gros risques, mais c'est en tout cas essayer de faire des choses différentes sans qu'on sache vers quoi ça va nous mener. Ouais, c'est ça, une très bonne définition. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est accepter une part d'imprévu, quoi. Voilà. C'est accepter une bonne part d'imprévu, et je pense que c'est peut-être ça qui définit beaucoup l'aventure. Et c'est vrai que de plus en plus dans ce que je vois, même autour du voyage, les gens sont de moins en moins prêts à ça. Le voyage est énormément devenu un produit de consommation courant, et les gens veulent quasiment les mêmes garanties sur un voyage que sur un paquet de poissons surgelés ou quoi. Et du coup, s'il y a quelque chose qui sort des clous et qui se passe pas comme prévu, ça peut vite être mal vécu. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ouais, du coup, parce que tu as une agence de voyage. Ouais, moi tu ressens que c'est ce que tu viens de dire, les voyageurs quand ils viennent, il y a de plus en plus, il y a un phénomène qui est marrant, par exemple. Pas marrant, c'est pas marrant du tout. Mais en fait, de plus en plus, les voyages se font sur la base de fiches techniques descriptives et qui sont de plus en plus précises. Il y a une espèce de course à l'info qui font que, par exemple, on va dire, ok, le jour 4, vous traversez la vallée de Paoul et vous allez voir ceci, cela, les champs de bananiers, de canne à sucre. Il y aura 4h30 de marche à pied, 285 mètres de dénivelé positif, 325 de dénivelé négatif. Et en fait, les gens vont être là et vont vachement regarder leur montre, l'altimètre, voir si c'est bien ça et tout ça. Ouais. Et en fait, je pense qu'on est de plus en plus équipés, du coup on a de plus en plus d'informations et d'une façon générale, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de place qui est laissée un peu au hasard, et pourtant qui sont les choses qui font un peu les voyages, quoi. Et donc
Après, tu peux avoir un imprévu dans un voyage, mais il faut que ce soit un imprévu positif et qui se termine bien. Si tu as un imprévu et qui pourtant les imprévus, tu sais, tu peux te retrouver, tu arrives dans un hôtel, il n'y a plus d'eau, il n'y a pas d'électricité parce qu'il y a un problème, surtout dans des pays comme ça, au Cap-Vert. Même des petits imprévus comme ça, tu vois des gens qui pourtant sont venus voyager jusqu'ici, qui vont péter un plomb, qui vont très mal le vivre et tout ça. J'ai l'impression que de plus en plus, le voyage devient un produit de consommation qui est extrêmement encadré Ah ouais, c'est dommage. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cet échange très convivial. Je sais pas si tu as un dernier mot à ajouter ou... Je pense que moi j'ai eu beaucoup de chance et c'est délicat quand tu as eu de la chance de te mettre en position de conseiller ou de donner des leçons aux autres parce que dans mon cas j'ai eu un parcours assez fluide et donc je me vois pas en position de conseiller qui que ce soit pour faire ceci ou faire cela ou suivre une voie ou changer de voie, etc. Non, mais moi l'objet de cette interview et même de mon livre, c'est pas du tout que tu cherches à conseiller ou qu'on cherche à conseiller, mais c'est vraiment juste de partager pour peut-être donner des idées aux gens, justement. Ça, je trouve intéressant, notamment ton parcours, justement, le fait qu'il se soit fait de manière très fluide, en fait, où tu as suivi tes intérêts, tes voyages, etc. pour en arriver là, et c'est surtout ça l'idée. Ok. Bon, bah, si ça peut inspirer quelqu'un, je suis content. En tout cas, merci à toi pour ta visite. Merci à toi, et à bientôt. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Un grand merci d'avoir regardé jusqu'ici. L'idée n'est pas de donner des leçons, mais plutôt de chercher à inspirer pour pouvoir réaliser nos rêves ensemble. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires ou sur Instagram. Je serai heureux d'y répondre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like et n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.